Bonjour, alors vous vous demandez peut-être comment en écrivant une science-fiction avec des pré-ados, notre science-fiction, notre saga de science-fiction d'ailleurs, et pour tout vous dire on en a même deux, comment on peut s'inspirer de personnages et de circonstances pour développer nos propres sujets. Eh bien, tout simplement, on a commencé à s'intéresser à Jules Verne, parce que je travaille avec des pré-ados, donc ils sont dans leur dernière année de primaire aux États-Unis. Il y a un an de plus dans le primaire par rapport en France. Donc c'est des élèves qui en France seraient en sixième. Et donc Jules Verne, ça me paraissait être un bon plan. Alors dans Genomics Asteroid, donc notre saga qui va se passer sur un astéroïde, nous avons un personnage assez emblématique qui n'aime pas trop les humains, qui est assez solitaire et qui, à la fin de sa vie, à son décès, réussit la première fusion homme-machine. Donc on est bien dans la science-fiction, puisqu'aujourd'hui on ne sait même pas ce qu'est la conscience, donc on voit à peine comment fusionner l'homme et la machine, pour ainsi dire pas du tout. Il n'y a pas vraiment de piste aujourd'hui. Et on s'est inspiré pour ce personnage, ce biologiste californien, Hugo van den Boot, dans Genomics Asteroid, du biologiste qui existe dans la vie réelle, Craig Venter, qui est un biologiste spécialiste des fonds marins à La Jolla, en Californie. Et Craig Venter est un homme d'affaires un peu audacieux, donc pas toujours aimé de ses collègues universitaires, peut-être un peu plus frileux, un peu plus jaloux, un peu moins aventurier. C'est aussi un homme d'affaires assez audacieux, ayant connu des réussites et des choses moins réussies. Peut-être probablement qu'on peut même parler d'échecs. Sa plus grande réussite a été d'accélérer un projet incroyable au début des années 2000, à l'aube des années 2000, le Human Genome Project, donc le séquençage pour la première fois de la quasi-intégralité du génome humain. Donc c'était quelque chose d'inimaginable à l'époque, au début des années 2000, là où naissait tout juste en Californie, avec Intuitive Surgical et à l'époque le Zeus, les systèmes de chirurgie mini-invasive assistés par ordinateur, où il fallait qu'on explique aux gens que non, ce n'était pas le robot qui opérait à la console, il y avait un chirurgien à la console qui manipulait des joysticks qui allait intervenir dans le corps du patient pour l'opérer en mini-invasif, ce qui est intéressant pour les opérations en chirurgie digestive et cardiaque en particulier. Donc, cette digression pour dire que Craig Venter, dans notre science-fiction, donc le personnage de Hugo van den Boot a des parallèles dans son côté audacieux et en avance sur son époque et sa capacité à driver ou à être un peu locomotive pour pousser des projets, même un petit peu pousser de force en prenant les gens à rebrousse-poil. Il y a des parallèles avec Hugo van den Boot dans Genomics Asteroid, notre biologiste transhumaniste voulant accélérer la science et conduire pour ce faire une petite tranche d'humanité sélectionnée sur un astéroïde en dessous des radars. Donc vraiment ce côté divorce avec la société, manque de confiance dans l'humain, un peu comme un Freud à la fin de sa vie, hein, le psychanalyste Freud qui était un petit peu aigri, disait-on, de toutes les maladies, les vices et les névroses qu'il avait pris la peine d'étiqueter avec une précision millimétrée durant sa vie. Donc on a trouvé qu'il y avait des parallèles entre Nemo, le personnage emblématique de 20 000 lieues sous les mers, le capitaine Nemo de Jules Verne, le côté vague aussi de pourquoi il s'est isolé comme ça en ne voulant plus aucun contact avec la Terre, en vivant dans un sous-marin complètement en avance du point de vue technologique sur son époque et détestant donc tout ce qui est humain, société humaine sur Terre et ne voulant plus rien avoir ne voulant plus rien avoir à faire avec eux et vivant en complète autarcie, même plus de l'autonomie, mais de l'autarcie. Le destin de Nemo à la fin de 20 000 lieues sous les mers est assez mystérieux, on ne sait pas ce que le personnage est devenu.
Et donc on a notre Hugo van den Boot qui est lui aussi en passe de rompre avec l'humanité pour essayer de faire sortir le poisson de l'eau, donc de faire émerger le transhumanisme chez l'humain pour passer selon lui à l'étape suivante. Donc fini l'homo sapiens, on va vers autre chose. Donc Hugo van den Boot, lui, à son décès, fusionne avec on va dire un ordinateur type IBM Watson, donc nous on appelle le Watton, on n'a pas été chercher bien loin, vous voyez, et notre histoire se passe dans un avenir proche, d'ici une vingtaine d'années. Donc dans 20 ans, Craig Venter, qui a aujourd'hui à peu près 70 ans, en aura 90 ans, et on a estimé qu'à son décès, il allait fusionner avec une machine et entraîner l'humanité, la booster un petit peu de force vers l'étape suivante que nous tentons d'esquisser dans Genomics Asteroid, notre saga que nous écrivons en cours de Creative Writing, mes étudiants pré-ado francophones californiens et moi, leur enseignante. On se sert aussi de Voyage au centre de la Terre, toujours de Jules Verne, pour décrire à l'arrivée sur l'astéroïde comment on va construire des habitations en mode troglodyte et comment on va creuser dans les galeries, enfin creuser des galeries dans l'astéroïde, toute cette partie de mining, mais pas pour les métaux rares et précieux à la surface, pour les terres rares, les ordinateurs, etc. Tout ce côté business que apparemment certaines startups très innovantes et futuristes essayent de mettre en place, le metal mining là sur des astéroïdes. Nous c'est plutôt pour construire des habitations sur place, donc sur un astéroïde, et tenter d'y vivre et explorer et voir ce qu'on peut construire en galeries souterraines, car autant sur Mars il y a des volcans qui ont pu creuser des galeries, donc on parle de lava tubes, là où il y aura eu des galeries, où il y a eu la lave avant qui s'est retirée, donc il n'y a plus qu'à y être dans ces galeries, il n'y a plus vraiment de travail à effectuer, tandis que sur notre astéroïde, Genomics Asteroid ou DRD4, qu'on a baptisé selon le gène qui, soi-disant, serait porteur d'innovation et d'appétence pour la prise de risque. Là, on n'a pas de... Voilà, l'astéroïde n'est pas sur mesure, il faut que nous creusions nos galeries pour nous protéger des radiations extrêmement fortes, si on veut y vivre un tant soit peu. Voilà, donc en fait on a tout un travail aussi bien au niveau de l'imagination, des appareils d'exploration, des circonstances, de l'aventure, des personnages, des profils des personnages, des interactions. Jules Verne est pour nous très riche d'enseignements et ça intéresse évidemment beaucoup les élèves de cet âge-là. Donc ça m'a paru intéressant de faire des parallèles entre Nemo, Craig Venter et Hugo van den Boot pour le personnage emblématique qui va de force conduire nos personnages principaux, notre équipe haute en couleurs et très hétéroclite, les conduire donc de la Terre à un astéroïde pour tenter d'y conduire une mission scientifique. Voilà. On a bien évidemment d'autres auteurs de science-fiction qu'on étudie, les classiques de la science-fiction, desquels on s'inspire, mais et dont je reparlerai dans des vidéos prochainement. Disons que c'est intéressant d'essayer après coup, puisque là on a déjà écrit le livre 1 de Genomics Asteroid, de voir des choses intemporelles qui reviennent, puisque les thèmes sont un peu toujours les mêmes. On écoute les interviews de Thomas Pesquet, l'astronaute français très emblématique lui aussi, parler des prochaines missions, la Lune, Mars éventuellement, et expliquer que le gros problème c'est le facteur humain et le degré très fort de solitude qu'il y aura à encaisser, si je puis dire, pour les personnes qui vont se retrouver comme ça en pionniers sur ces planètes. Et évidemment le parallèle entre un Nemo très solitaire et peut-être fier de l'être et le revendiquant, et des pionniers au caractère
probablement à la fois facile à vivre, en tout cas non abrasif, si je reprends les termes de Thomas Pesquet, pour être capable de travailler en équipe, en projet international, coopération internationale. Ça, c'est un petit peu des mots-clés. Et donc, c'était intéressant de réfléchir autour de ce personnage de Nemo de Jules Verne. Je ne sais pas si vous avez été à Tokyo voir ce Disney Sea assez fabuleux tiré de l'univers de Jules Verne, où on voit la base de 20 000 lieues sous les mers et Voyage au centre de la Terre aussi. Il y a des aventures inspirées de ce livre. Donc c'est vraiment des personnages emblématiques et de les tirer à travers notre époque et de suivre le fil d'Ariane, si je puis dire, le fil rouge dans le labyrinthe, en essayant de pas tomber sur le Minotaure, ou en tout cas si on tombe sur le Minotaure, tant pis, on a notre fil d'Ariane, on va essayer d'être malin. De voir les symboliques d'aujourd'hui. Donc Thomas Pesquet disait que les premiers astronautes, les astronautes pionniers des premières missions sur la Lune, eux, ils étaient assez forts en leadership, personnalité un peu tenace, abrasif, guerrier, et qu'aujourd'hui, au contraire, il faut des gens flexibles, faciles à vivre et aptes à faire de la coopération internationale. Et ce serait d'ailleurs, selon Thomas Pesquet, la principale mission de la Station spatiale internationale, International Space Station, l'ISS, prévue pour durer encore quelques années. Et puis ensuite, ce serait l'installation d'un village sur la Lune, toujours en mode de coopération internationale. Et ensuite, un voyage sur Mars, avec coopération Chine, États-Unis, qui sait, compagnies privées, publiques, SpaceX, NASA, etc. Donc on a déjà des coopérations SpaceX, NASA pour remplacer les Soyouz, pour monter à la Station spatiale internationale, qui transportera donc des équipes de différentes nationalités. Ça, c'est pour un avenir très très proche. Donc ça paraît très intéressant comme ça de voir le jeu vexatoire entre d'un côté la solitude absolue d'un Nemo, qui me paraît indispensable pour notre personnage Hugo Van Den Boot, au moment assez fascinant qu'on imagine, puisque c'est pas du tout la réalité, de cette fusion homme-machine, projetée donc sur le plan littéraire, imaginée. Et toute cette toile de coopération internationale où de plus en plus de gens se disent il va falloir cette coopération internationale pour mener à bien les choses. Et qu'est-ce que ça peut donner? Quels sont les choses qui vont pouvoir se faire, les plus, les moins, les risques, les dangers, les points forts, les faiblesses, etc. Donc Nemo, comme ça, dans sa base, son Nautilus, on est bien replié là-dedans, on observe, on imagine, on réfléchit, on écrit. Ça nous paraît une base très intéressante d'envisager, de projeter la solitude de ce personnage, inattendu, qui nous pose des challenges, qui nous tend un miroir, et qu'est-ce qu'on peut en faire pour aujourd'hui et réfléchir à l'avenir. Voilà, en guise de conclusion, je dirais que j'étais pas du tout lancée sur ce projet parce que à la base, je suis plutôt formation littéraire et biologie. Mais on ne peut pas aujourd'hui dans le monde, j'ai pas mal vécu en Asie, été au contact d'élèves en Asie, en Californie, en France, on ne peut pas, quand on parle à des 10-12 ans, faire abstraction de cette fascination de certains et de certaines pour le nouveau monde de cette conquête spatiale. Et peut-être est-ce lié en France à Thomas Pesquet et son image, je ne sais pas. En tout cas, ça me paraît peut-être aller un peu au-delà, mais même s'il explique les choses très très bien, de façon très pédagogique, en tout cas c'est un intérêt certain. Eux considèrent ça comme une opportunité, et ça me paraît donc très intéressant de fusionner un cours de français, un cours de rédaction, donc rédiger des histoires, des essais avec des personnages, des situations, se projeter, vécu, imaginer, se servir de ces lectures, les projeter, faire des personnages qui nous plaisent, des situations qui nous plaisent, dont on a peur, jouer avec les mots, les scènes, l'écriture pour apprivoiser ces peurs. Et c'est un peu une chance pour
je pense, de le faire pour eux dans les thématiques qui les intéressent, à savoir la mystérieuse et fascinante et probablement très risquée conquête spatiale. Voilà. Thanks for bearing with me. Merci beaucoup pour votre patience. À très bientôt. Ne manquez pas nos aventures. Genomics Asteroid livre 1 apparaît très prochainement en français puis en anglais. Nous sommes dès cet été lancés dans notre deuxième saga science-fiction, Opus Rubrum, du latin rubrum, rubrum. Je vous passe les détails des déclinaisons latines qui signifient rouge, donc devinez de quoi cela va parler. Eh bien, strap yourselves in, we're going to Mars. Attachez vos ceintures, nous partons pour Mars. Souhaitez-nous bonne chance, on en aura besoin. À bientôt, ciao, bye.